Merci Anita. Bonsoir à toutes et tous. Merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir et un honneur pour moi que de participer à cette rencontre qui devait inaugurer les activités du Centre coopératif de recherche et de formation sur la pédagogie freinée, de la pédagogie freinée. Cette initiative est pour moi essentielle dans un lieu comme Liège qui compte 10 écoles freinées, de très nombreux enseignants engagés, une vraie dynamique autour de la pédagogie freinée. Cette création est essentielle parce qu'elle va permettre, je crois, d'associer les enseignants, tous les enseignants, pour en faire ensemble des chercheurs. En France, on dit que ce sont les universitaires qui sont des enseignants-chercheurs. Eh bien, l'objectif, le projet de cette ASBL, c'est de permettre à tous les enseignants impliqués dans ces écoles d'être des enseignants-chercheurs, inventeurs, des enseignants aussi lucides sur ce qu'ils font et capables en permanence de se réapproprier leur propre métier. Voilà. Je ne vais pas vous faire un exposé sur la pédagogie freinée, d'abord parce que d'autres que moi dans cette salle le feraient bien mieux, Marcel, Daniel et bien d'autres, mais plutôt tenter de vous présenter d'une façon un peu générale et pour introduire un débat que je souhaite le plus riche possible, tenter de vous présenter quelques réflexions autour d'une question que nous avions stabilisée il y a déjà un an. Qu'est-ce que l'éducation, et plus particulièrement dans l'éducation, l'école, peut encore pour notre avenir commun? Alors je dis plus particulièrement dans l'éducation, l'école, non pas parce que je ne veux pas traiter des autres questions, du rôle essentiel de l'éducation familiale, du rôle essentiel de l'éducation dans les loisirs, de l'éducation par les médias, de toutes les formes d'éducation que nous connaissons aujourd'hui, mais parce que parler de tout cela serait évidemment extrêmement prétentieux dans le cadre restreint et contraint de cette conférence, et donc je vais plutôt m'attacher avec vous à parler de l'éducation scolaire, tout en vous demandant de garder toujours présente à l'esprit cette idée que l'éducation ne peut pas être spécifiquement scolaire, que l'éducation scolaire n'est qu'un volet d'une éducation plus globale, et que nos sociétés ne peuvent pas démissionner de toute prétention éducative pour rendre l'école responsable de toutes leurs prérogatives éducatives. Alors, quelques mots en introduction pour vous rappeler, pour nous rappeler, puisque c'est un anniversaire, il y a 100 ans. Il y a 100 ans, il y a un siècle, se tenait presque jour pour jour, à la fin du mois d'août, à Calais, un congrès important qui donnera naissance à la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Alors dans ce congrès, il y a des personnalités très identifiées que nous connaissons encore aujourd'hui, comme Neil, l'auteur de Libres enfants de Summerhill, de Crowley, l'auteur de la fameuse méthode de Crowley, qui n'a pas encore créé l'école de Crowley de Bruxelles, mais ça ne va pas tarder. Il y a toute une série de personnages un peu moins connus, Hélène Kay, un certain nombre de théosophes, quelques syndicalistes, des gens qui sont plus proches du communisme, d'autres qui sont plus proches de la démocratie chrétienne. Il y a des représentants de Maria Montessori qui n'a pas fait le déplacement, mais qui a envoyé un certain nombre d'émissaires. Célestin Freinet n'est pas là, mais il sera présent au congrès suivant, au congrès de 1922 et pratiquement jusqu'au congrès, au dernier congrès de 1944. Alors ce congrès de Calais, 1921, réunit toute une série de personnalités qui viennent de vivre un traumatisme considérable, qui viennent de vivre la Première Guerre mondiale et qui sont portés ensemble par un même idéal, plus jamais ça. Plus jamais ça, et l'éducation peut quelque chose pour nous éviter de basculer à nouveau dans la barbarie. Plus jamais ça, c'est un moment fondateur, un moment qu'il ne faut ni totémiser ni ignorer, ne pas l'ignorer parce que nous avons besoin d'être fiers de notre histoire et de nous inscrire dans notre histoire, pas le totémiser parce qu'il s'inscrit dans une conjoncture très différente de celle que nous vivons aujourd'hui, et probablement que les textes mêmes élaboré à ce moment-là par Ferrière, qui deviendra le président de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, utilise un vocabulaire qui ne nous parle plus beaucoup aujourd'hui. Mais un moment qu'il faut revisiter, et qu'il est important de revisiter, d'ailleurs, toute une série de mouvements pédagogiques
ont célébré à Calais au mois de juillet le centenaire du congrès de Calais, parmi lesquels l'ICEM, mais aussi la Fédération internationale des écoles modernes, auquel l'ICEM appartient, et d'autres mouvements pédagogiques, ont célébré cela et tiendront en Belgique, à Bruxelles probablement en 2022, un congrès pour reprendre et revivifier les idéaux de l'éducation nouvelle tels qu'ils sont apparus à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend? C'est l'occasion de se rappeler que l'entreprise éducative nous renvoie à trois choses. Alors d'abord, et je citerai là-dessus Daniel Hamlin, à ce que Daniel Hamlin appelle une insurrection fondatrice. On l'entend à Calais. À Calais, ils sont là, tous ces hommes, toutes ces femmes, pour nous dire il est impossible d'éduquer sans croire, sans espérer. C'est-à-dire sans s'indigner de l'état dans lequel se trouve le bien le plus précieux de l'humanité, son enfance, vouée aux nuisances de toutes sortes, à la stupidité, à l'incurie de l'espèce que nous sommes. C'est vrai que nous malmenons nos enfants. C'est vrai que nous malmenons nos enfants. Nous les malmenons, bien sûr, au niveau international. La Convention internationale des droits de l'enfant est loin d'être appliquée d'une manière systématique, mais nous les malmenons aussi dans notre quotidien, nous les malmenons dans nos écoles. Et ils sont là, en 1921 à Calais, pour nous dire « Regardez, écoutez, entendez ce que nous disent nos enfants. Cette insurrection-là, nous avons toujours à la voir présente en nous pour ne pas nous contenter simplement de fonctionner dans nos institutions. » Et puis, il y a déjà à Calais une exigence essentielle. Ces hommes et ces femmes qui sont très différents entre les représentants de Maria Montessori et les représentantes de Maria Montessori qui font pour l'essentiel dans la catéchèse Mondieusarde, et puis Neil qui ne peut pas placer une phrase sans caser le mot masturbation, le courant ne passe pas toujours très bien. Bon, on est là devant des gens qui appartiennent à des horizons extrêmement différents, qui se renvoient des perspectives idéologiques très différentes. Certains sont farouchement anticommunistes et considèrent que la révolution de 17 est le début de la barbarie, d'autres sont plutôt sympathisants de ce mouvement. Ils sont très différents, mais ils ont ensemble une même conviction qu'ils partagent et qu'ils affirment, la conviction de l'éducabilité des personnes, la conviction que chacune et chacun est éducable, la conviction que chacune et chacun peut apprendre et grandir, et plus généralement, la conviction que nous devons faire le pari que même face à des problèmes qui paraissent insurmontables, on peut peut-être trouver des moyens éducatifs pour avancer. Alors évidemment, vous me direz, il y a une réserve dans cette phrase, c'est peut-être. Peut-être, sauf que cette réserve n'en est pas vraiment une. Parce qu'on peut peut-être, mais on ne sait pas si on ne va pas trouver des moyens éducatifs pour avancer, mais on ne sait pas tant qu'on ne les a pas cherchés et mis en œuvre. Et quand on les a cherchés et mis en œuvre, on ne sait pas si on les a tous cherchés et mis en œuvre. Donc on peut peut-être, mais ce on peut est un on doit chercher des moyens éducatifs pour avancer. Il y a d'autres outils pour faire progresser les peuples que la répression, le contrôle. Il y a d'autres outils pour faire avancer les hommes et les femmes que la baguette, la chourme, comme on disait à l'époque. Alors oui, il faut chercher des moyens éducatifs pour avancer. À l'insurrection fondatrice se joignait déjà cette exigence essentielle, mais aussi, et on le trouve très fortement à Calais, ils débattent, ils discutent d'une question qui est le thème du congrès de Calais, qui est la créativité de l'enfant. Et on les voit se disputer même, et essayer d'avoir cette lucidité sur les questions qui les occupent. Ces militantes et ces militants de ce qui va s'appeler, à partir du congrès de Calais, l'éducation nouvelle, ces militantes et ces militants se jurent les uns et les autres qu'ils ne se passeront rien. Ils ne se passeront rien, c'est-à-dire qu'ils sont exigeants les uns envers les autres et non pas complaisants les uns envers les autres. Ils ne se passeront rien au nom même de l'idéal qu'ils partagent, au nom même de l'exigence dans laquelle ils baignent les uns et les autres, au nom même de ce qui les réunit et les a amenés là. Et ils nous rappellent que la lucidité, ils nous rappellent que l'exigence, le goût même de la polémique au bon sens du terme, la disputatio, fait partie
des valeurs fondamentales de cette éducation nouvelle, à l'inverse de toute forme de dogmatisme doctrinaire qui pourrait s'imposer comme étant une forme de pensée unique. Impératif de lucidité sur les problèmes épistémologiques, j'y reviendrai. Qu'est-ce que c'est que la vérité en éducation? Ce n'est pas évident. Sur les enjeux théoriques, quelles sont nos finalités? Et sur les questions pratiques auxquelles nous sommes confrontés, ils étaient confrontés à l'époque et auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. 1921, c'est une date qui marque un début, même s'il y a eu quelques écoles nouvelles, ici ou là, en Angleterre, en France, auparavant, mais qui marque un début international. 2021 peut être une date qui marque, sinon un début, du moins une étape importante pour vous, ici à Liège, avec la mise en place de cette ASBL autour de la recherche et de la formation en pédagogie freinée. Alors, je vais rentrer maintenant dans le propos même de mon exposé. Qu'est-ce que peut l'éducation aujourd'hui? Et pour comprendre ce que peut l'éducation aujourd'hui, peut-être rappeler, et je vais aller très vite évidemment, qu'est-ce que c'est la situation que nous vivons aujourd'hui? Alors, je l'ai noté ici, une situation cruciale, des défis inédits. Une situation cruciale d'abord pour nos démocraties. Les sociétés occidentales ont vu s'effondrer leur fonctionnement holistique. Le fonctionnement holistique, c'est le fonctionnement dans lequel chacun fonctionne comme le tout, et ont vu émerger un phénomène que les sociologues, les philosophes et les historiens appellent maintenant l'individualisme social. L'individualisme social, c'est le fait que chacune et chacun d'entre nous revendique de choisir son existence, de choisir où il va vivre, avec qui, ce qu'il fera de ses loisirs, pour qui il va voter, quelle sera sa profession. Et au-delà, ce qu'il va faire pour ses enfants, comment il va utiliser l'argent qu'il gagne ou qu'elle gagne, etc., etc. Tout cela nous paraît évident, tout cela ne l'était pas. Moi, ma grand-mère, qui habitait dans les Cévennes, n'a choisi ni son métier, ni son mari, ni sa religion, ni ses loisirs, ni son lieu d'habitation. Et si elle avait voulu choisir quelque chose dans tout ça, eh bien, elle aurait immédiatement été considérée comme quelqu'un de particulièrement dangereux, et elle aurait été exclue de sa communauté, du collectif dans lequel elle vivait. L'individualisme social a fait sauter en quelque sorte des verrous. Les sujets se sont largement, pas totalement, mais largement émancipés dans nos pays occidentaux des tutelles religieuses et sociétales. Ils revendiquent maintenant le droit d'effectuer leur propre choix dans tous les domaines. Ça paraît quelque chose de très banal, c'est quelque chose qui n'a pas été tout le temps ainsi et dont on a de la peine à mesurer l'importance dans notre histoire, une importance totalement déterminante parce que c'est une première étape évidemment nécessaire pour la construction d'une démocratie authentique. Il faut que les gens puissent choisir, qu'ils ne soient pas assujettis à des tutelles, mais ça n'est qu'une première étape. Parce qu'il nous faut maintenant, et c'est pour cela que j'indique l'importance de cette transition, apprendre peut-être ensemble, et par l'éducation, en tout cas c'est un pari que nous faisons, pour que apprendre ensemble à penser par soi-même, c'était l'idéal des Lumières, c'était la définition que Kant donnait des Lumières, sapere aude, ose penser par toi-même, mais aussi à fabriquer du commun. Si nous en restons à l'individualisme social, eh bien nous n'aurons fait que la moitié du chemin vers une démocratie authentique. Nous en serons en quelque sorte à une étape où nous juxtaposerons des individualités qui pourront être d'ailleurs manipulées, non plus par des autorités religieuses, mais commerciales, par exemple, ou politiques, ou médiatiques, qui ne penseront pas nécessairement par elles-mêmes, c'est pas parce qu'elles se seront émancipées de leur histoire, de leur trajectoire sociétale et religieuse, qu'elles seront émancipées de toute forme de tutelle, et puis des individualités qui peuvent simplement se juxtaposer les unes à côté des autres et ne pas parvenir à définir un bien commun, à se construire comme un collectif, à faire société. J'aime bien l'expression « faire société » que je préfère de très loin à l'expression « vivre ensemble ». Parce qu'on peut vivre ensemble sous la coupe d'un gourou charismatique, on peut vivre ensemble juxtaposés les uns à côté des autres devant son écran d'ordinateur, en s'ignorant complètement. On peut vivre ensemble de toute une série de manières, on peut vivre ensemble sans faire société. Et l'objectif et l'enjeu
c'est de faire société et de faire une société démocratique où chacun peut s'exprimer et en même temps participer à un collectif dans lequel il va être à la fois libre et en même temps inscrit dans un ensemble qui va lui permettre de dépasser son intérêt individuel, sa vision individuelle des choses pour construire le bien commun. C'est une situation cruciale. Un philosophe comme Marcel Gauchet montre bien que nous sommes à ce moment-là, probablement. L'individualisme social émerge dans les années 1950. Il se construit dans toutes nos sociétés avec l'effondrement des églises entre 1960 et 1980-90. Je n'ai pas les statistiques pour la France, mais globalement, en 1960, en France, la pratique religieuse, c'est 75% des Français. En 1990, c'est 4,5% des Français. En l'espace de 30 ans, c'est un effondrement complet, un effondrement qui a donné lieu d'ailleurs à des travaux de recherche. Et un de mes collègues historiens a montré qu'entre 1950 et 1960, près des 2/3 des Français croyaient encore dans ce qu'on appelait les fins dernières. Les fins dernières, c'est-à-dire le paradis, l'enfer et le purgatoire. C'est-à-dire penser qu'ils seraient récompensés ou punis dans une vie ultérieure. 30 ans après, globalement, il n'y a plus que 2% des Français qui le pensent et qui le croient. Voilà. Ça, c'est un changement assez radical. C'est un changement assez radical qui probablement a marqué une rupture très forte et a provoqué des bouleversements en termes de comportement. Les comportements individuels en matière de vie familiale, etc., sont probablement liés aussi à cela. Et il nous faut bien prendre la mesure de cette importance-là. La société holistique où chacun s'inscrivait dans le tout et ne démentait jamais le tout est aujourd'hui une société d'individus, alors que jadis, la règle était d'obéir et l'exception était la révolte. Aujourd'hui, la règle est de désobéir et de choisir par soi, et je n'obéis que rarement, de temps en temps, à des gens à qui j'ai choisi d'obéir. C'est la caractéristique des adolescents. L'adolescent que j'étais obéissait à tout le monde, sauf à ceux à l'égard de qui il décidait de se révolter. L'adolescent d'aujourd'hui désobéit à tout le monde, sauf à ceux à qui il décide d'obéir. À qui il décide d'obéir, par exemple son entraîneur de foot, le leader de son groupe de rap, ou le copain qui est le caïd du groupe du quartier. Il choisit à qui il va obéir. Moi, j'avais choisi contre qui je me révoltais, et quand je me révoltais, la révolte était une exception qui était réellement construite et mentalement construite. Aujourd'hui, ce qui est construit, c'est l'obéissance. Ça change complètement par rapport à ce que nous avons vécu, entre guillemets, de mon temps. Et je vous parle d'un temps, évidemment, que les moins de 20 ans, vous connaissez la suite. Alors, ajoutons à cela et à ce changement, à ce bouleversement radical des mentalités, des défis pour notre monde. Bien sûr, nous sommes entrés dans l'ère de l'Anthropocène, un monde aux ressources que nous savons désormais finies, profondément dépendant de l'activité des humains et à l'avenir profondément incertain. Nous sous-estimons beaucoup trop l'inquiétude des jeunes générations au regard de cela. Une enquête récente effectuée par des collègues d'un institut très sérieux français montre que dès l'âge de 8 ans, et c'est tôt 8 ans, et jusqu'à l'adolescence et au-delà de l'adolescence, nos enfants, nos adolescents sont terriblement angoissés par les questions écologiques et que cette angoisse monte d'année en année, qu'elle pèse sur leurs épaules et que la question de l'avenir du monde et de l'avenir de leur monde est loin d'être une question anecdotique pour eux et qu'un certain nombre d'éléments que nous utilisons en termes d'outils de communication autour de l'écologie et de la finitude de la planète sont profondément intériorisés et donnent lieu à des angoisses extrêmement profondes chez un certain nombre de nos enfants et de nos adolescents, chez l'immense majorité de nos enfants et de nos adolescents. Il ne faudrait pas du tout sous-estimer cela dans le moment que nous vivons.
Nous sommes et nous vivons aussi une période de pandémie, même si nous espérons tous que nous en sortons, qui est une situation très largement inédite, au moins dans la modernité, et qui nous place tous devant des choix difficiles, qui exacerbent même ces choix. Faut-il privilégier la sécurité pour tous ou la liberté de chacun, le contrôle ou la confiance, le pouvoir des experts ou la décision des citoyens? Voilà toute une série de dilemmes sur lesquels nous n'avons pas tranché et qui font l'objet de débats permanents en France au quotidien dans toutes les émissions de télévision et de radio et probablement ici de la même manière, même si vous avez abordé la question de façon sensiblement différente. Cette situation témoigne à la fois, s'il en était encore besoin, de deux éléments évidemment fondamentaux, de la fragilité des humains. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons construit de belles choses, mais nous sommes infiniment fragiles, et de la solidarité de fait entre ces humains ainsi qu'entre les humains et la planète. J'ai eu la chance dans ma vie de côtoyer de longues années Albert Jacquard, qui me disait souvent n'oublie pas, il ne faut pas oublier, c'est ce que nous devons transmettre. La solidarité n'est pas d'abord une valeur, c'est d'abord un fait. Nous sommes solidaires. Arrêtons de dire que la solidarité est une valeur. Nous savons que nous sommes solidaires. Personne ne peut s'en sortir tout seul, ce n'est pas possible. Nous vivons dans un monde solidaire. L'enfant doit découvrir très tôt qu'il est solidaire de ses parents, de ses frères et sœurs, des copains de son quartier, que même dans le repas de famille, il est solidaire des autres, que s'il fait la gueule, ça va avoir des effets sur l'ensemble des autres, et que cette solidarité qu'il vit à son petit niveau, elle existe au niveau le plus large, parce qu'aucun de ses gestes sera sans impact, sans influence, sans conséquence sur les autres et sur la planète tout entière. Nous sommes solidaires, nous sommes entrés dans une ère où cette solidarité, nous ne pouvons plus l'ignorer. Alors, j'en viens bien sûr à ce que tout cela nous apprend en matière éducative. Les crises récentes que nous avons vécues, la pandémie en particulier, mais aussi tout ce que nous vivons autour de la crise écologique, du dérèglement climatique, tout cela nous ont révélé des inégalités que nous connaissions, mais qui se sont exprimées et creusées de manière considérable. Nous pensions que le progrès technique comblait les inégalités, nous découvrons qu'il les creuse, les inégalités. Il les creuse au niveau de la planète, il les creuse au niveau de nos enfants, de nos élèves. Toutes les recherches que nous avons menées sur la période du confinement en France montrent à quel point l'école à la maison, telle que nous avons tenté de la mettre en œuvre, pas du tout d'ailleurs sur le même modèle que vous, cette école à la maison a accru d'une manière vertigineuse les inégalités sociales, les inégalités psychologiques, toutes les formes d'inégalité entre les élèves. Ce que j'ai découvert, moi, pendant la pandémie aussi, et qui a été quelque chose d'important, c'est la nécessité d'inscrire ce que j'appelle le trajet vers l'école comme une composante du projet scolaire. C'est une petite recherche que j'ai eu la chance de mener avec un certain nombre de collègues enseignants du premier degré, institutrices et instituteurs, en interrogeant des enfants de 4 à 12 ans sur la manière dont ils avaient vécu les différents confinements, les périodes d'école à la maison, etc. Et ce qui a émergé, que nous avons trouvé évident une fois que ça a émergé, mais c'est comme l'œuvre de Christophe Colomb, on ne l'avait pas perçu avant, c'est que ce qui leur manquait surtout, c'était de se déplacer. C'était de sortir de chez eux et d'aller quelque part. C'était le trajet vers l'école. Ce trajet qui, pour l'enfant, est à la fois un trajet physique et un trajet psychique. L'enfant, il n'a pas encore construit du symbolique autant que nous. Il a donc besoin de vivre dans son corps les changements qu'on lui demande d'effectuer dans sa tête. Et quand on lui demande d'aller à l'école, on lui demande d'effectuer un changement important dans sa tête. On lui demande de passer de l'univers familial, qui est un univers domestique, régi par des lois qui sont celles de la famille, à un univers scolaire qui prétend lui transmettre des savoirs qui se veulent plus ou moins universels. Il y a un chemin de l'un à l'autre, il y a un écart de l'un à l'autre extrêmement important. Et sur cet écart, ce que nous avons pu montrer avec ces collègues, c'est qu'il y a des différences considérables d'un enfant à l'autre. Certains enfants vont à l'école et rentrent dans cet univers scolaire sans aucune difficulté parce qu'ils y ont été bien préparés. D'autres vivent cet univers scolaire comme un univers totalement étranger
et ils sont projetés dans un monde dont ils ne comprennent ni les règles, ni les codes, ni a fortiori les implicites. Alors ce que nous avons découvert là nous a d'autant plus intéressés que nous autres adultes, nous l'avons vécu. Moi, quand les enfants m'ont dit ça, je me suis regardé moi-même et je me suis dit, c'est vrai, quand je passe ma journée à enchaîner les visioconférences et que je ne me déplace pas physiquement d'un endroit à un autre, que je ne prends pas ce temps qui consiste à aller vers et à mentalement me projeter dans un autre endroit, dans un contexte différent, où je vais pouvoir exercer une activité mentale différente, eh bien, je suis beaucoup moins efficace. Et non seulement je suis beaucoup moins efficace, mais je peine beaucoup plus à entrer dans les activités que l'on me propose. Repenser le trajet, c'est d'ailleurs l'objectif de la pédagogie elle-même. Vous savez que le pédagogue, ce n'est pas en Grèce antique celui qui enseigne, c'est le précepteur qui enseigne. Le pédagogue, c'est celui qui accompagne l'enfant jusqu'au précepteur, c'est-à-dire qui discute avec lui sur le trajet. Sur le trajet, c'est-à-dire sur cet espace, sur ce temps entre l'univers familial et cet univers scolaire dont les règles sont quand même assez différentes de l'univers familial. Et je crois qu'on n'a peut-être pas toujours suffisamment réfléchi sur l'importance de ce trajet et l'accompagnement de ce trajet. Ce que nous avons découvert aussi à l'occasion de ces dernières semaines, de ces derniers mois, c'est l'impossibilité de réduire l'enseignement à un ensemble de procédures individualisées et l'importance tout à la fois de l'institution symbolique de la classe et des interactions entre le maître et les élèves ainsi qu'entre les élèves eux-mêmes. Toutes les enquêtes internationales sur ce qui s'est passé pendant les différents confinements, y compris des enquêtes récentes sur ce qui s'est passé en Amérique latine, par exemple, où certains pays ont vécu 18 mois complets d'interruption d'école. 18 mois complets sans que les enfants mettent le pied dans une école. Ils restent chez eux ou ils sont dans la rue, mais ils ne vont pas à l'école. Eh bien, tout cela montre à quel point on peut développer, quand les pays en ont les moyens, je pense aux pays du nord de l'Europe en particulier, des outils technologiques extrêmement sophistiqués, mais que la sophistication de ces outils ne permet pas de se substituer à l'institution symbolique de la classe, d'une classe dans laquelle des gens se rencontrent, se retrouvent, arrivent avec leurs différences pour partager les mêmes savoirs. Quelque chose de symbolique se passe là, quelque chose qui est incarné par un être, un enseignant, une enseignante, qui porte un projet et qui habite cet espace scolaire. Habiter l'espace scolaire, on a vu à quel point c'est important et à quel point on ne peut pas substituer à cet espace scolaire une juxtaposition d'ordinateurs plus ou moins sophistiqués, avec l'idée qu'en développant ce qu'on appelle aujourd'hui le learning analytique, c'est-à-dire l'analyse a priori et par des outils de l'intelligence artificielle des mécanismes cognitifs des élèves, on pourrait leur proposer à chacun des logiciels qui leur permettraient de réussir partout et surtout. Cette idée que ce qui a fait défaut, ce sont les interactions, est une idée qui s'impose et qui nous renvoie vraiment à un retour ou un aller, peut-être plus un aller qu'un retour, à cette idée de construire la classe comme un collectif et non pas comme une juxtaposition d'individus. On a découvert aussi, et ça me paraît très important, quelque chose que le psychologue et philosophe Henri Vallon avait déjà pointé à son époque, c'est l'importance du rapport entre l'insécurité intellectuelle qui est nécessaire à tout apprentissage et la sécurité psychique qui l'autorise. Vallon avait déjà très bien montré que tout apprentissage met quelqu'un en insécurité intellectuelle. Insécurité intellectuelle parce qu'apprendre, c'est bouleverser des systèmes de représentation. Apprendre, c'est changer de point de vue. Apprendre, c'est incorporer des connaissances, en faire des savoirs et être capable d'utiliser ces savoirs à sa propre initiative. Tout ça, ça déstabilise, ça demande un investissement personnel, ça demande une certaine stabilité psychologique. Et ce que nous voyons aujourd'hui d'une manière très claire, c'est que nous ne pouvons pas rattraper des déficits d'apprentissage par une sorte de course à l'efficacité intellectuelle si nous n'assurons pas des conditions que les psychiatres appellent sécures, qui permettent à l'enfant de retrouver psychiquement un équilibre, et au sein de cet équilibre,
d'être capable de se mettre en déséquilibre cognitif. On ne se met pas en déséquilibre cognitif quand on est affecté, affecté au sens de affecté profondément dans son équilibre affectif. Et ce que je dis pour les enfants, je pourrais presque le dire pour les adultes. En tout cas, en France, il me semble qu'aujourd'hui, quand on regarde le débat public et les effets du Covid sur le débat public, on se dit qu'il n'est pas impossible que cette insécurité psychique dans laquelle le Covid a mis les individus, eh bien, soit en partie responsable de cette espèce de manichéisme idéologique, de ces simplifications idéologiques, de ces débats publics d'une pauvreté intellectuelle terrible qui se développe aujourd'hui. On privilégie sa stabilité psychologique et on laisse tomber la recherche intellectuelle. Et il y a quelque chose d'important là qui me semble nous permettre de repenser aussi les choses et en particulier de repenser l'opposition traditionnelle entre instruction et éducation, cette idée qu'on pourrait instruire indépendamment de la construction du cadre et de la construction d'un cadre où chacun a une place, un rôle, occupe dans l'espace collectif quelque chose, une place qui lui permet d'être en sécurité, ce que Jacques Lévin appelait un espace hors menace. Et puis, il me semble que ce que nous avons appris et ce que les crises récentes nous ont révélé, c'est l'urgence, en tout cas de mon point de vue, de faire de la coopération la matrice même de l'enseignement et non un simple supplément d'âme cantonné à des activités marginales. Je crois que là, il y a une exigence très forte. Si la solidarité est aujourd'hui un fait et pas simplement une valeur, si nous sommes condamnés à être solidaires et à activer toutes les solidarités pour pouvoir survivre et pour pouvoir nous développer comme une humanité sereinement, eh bien, il nous faut prendre appui sur la coopération, non pas pour faire à côté des activités concurrentielles qui mettent systématiquement les élèves en situation de guerre totale des uns contre les autres, quelques activités de réconciliation, mais pour faire véritablement de la coopération le cœur de l'activité scolaire elle-même. Or, et ça c'est un des grands apports de la pédagogie Freinet, bien sûr, de Freinet et de tous ceux et celles qui ont travaillé dans la perspective qu'il avait ouverte, la coopération, c'est pas une méthode parmi d'autres, c'est pas même pas une technique parmi d'autres. Le texte libre est une technique, le conseil de classe est une technique, la coopération, c'est la matrice même, avec la méthode naturelle, ça a été rappelé tout à l'heure par Anita, avec la méthode naturelle, c'est la matrice même de l'activité scolaire. Or, ce que je vois pour ma part, et qui me paraît extrêmement préoccupant dans le système éducatif français, c'est l'introduction effective d'un peu de coopération, mais comme supplément d'âme ou comme compensation compassionnelle, affective, de la concurrence systématique que l'on continue à entretenir par ailleurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas au sein d'un système qui a placé vraiment la coopération au cœur des apprentissages. Nous sommes dans un système qui cherche désespérément de contrecarrer les rivalités engendrées par le fonctionnement concurrentiel par quelques espaces de coopération qui sont le plus souvent d'ailleurs des espaces fusionnels plutôt que des espaces d'authentique coopération. Tout cela me semble important et ne peut pas ne pas interpeller en profondeur nos projets et nos systèmes éducatifs. Et cette interrogation, me semble-t-il, ne peut pas se limiter à la question des services scolaires. Elle renvoie bien à la mission de l'éducation et de l'école. Je distingue en effet, et je crois que nous sommes nombreux à le faire, les services scolaires. L'école rend des services. Elle garde les enfants de manière qui est coûteuse, mais enfin moins qu'on pourrait l'imaginer dans d'autres cas. Elle assure la cantine, et c'est bien. Elle permet à des enfants de manger à midi à leur faim, même quand ils sont dans des familles qui n'ont pas nécessairement les moyens de les nourrir correctement. Elle assure des services en matière d'orientation, etc. Mais la question est peut-être moins, ou tout autant, celle de sa mission que celle des services. Les services renvoient à son efficacité sociale, sa mission renvoie à son efficacité politique. Quelle est la mission de l'école aujourd'hui ?
Ce n'est pas simplement de rendre des services, c'est peut-être de nous aider à construire cette société de demain, cet avenir commun que nous évoquions. Alors, deuxième série de remarques. Oui, direz-vous, mais l'école a-t-elle un pouvoir? L'éducation a-t-elle un pouvoir? Alors, rapidement, et je vais aller très vite parce que là encore le temps nous est compté, je vais faire, non pas dans le détail, mais rester sur les autoroutes de la pensée. L'école est-elle assignée à la reproduction ou au dépistage? La reproduction, c'est quoi? C'est le titre du fameux ouvrage de Bourdieu et Passeron, la reproduction. La reproduction, où il y a cette phrase terrible, rien de ce qui se joue dans la classe n'a sa résolution dans la classe. Tout est joué ailleurs. Tout est joué ailleurs. C'est joué avant, c'est joué ailleurs, c'est joué à côté. Mais nous regardons passer le train, en quelque sorte, le train des injustices sociales, sur lequel nous apportons parfois quelques petites réjouissances symboliques ou sympathiques, mais que nous ne pouvons en rien contrecarrer et d'aucune manière contredire. Est-ce que nous sommes assignés à la reproduction ou est-ce que nous sommes assignés à un nouveau rôle qui serait le dépistage? Autrement dit, est-ce qu'on est enfermé dans une vision étroite de la sociologie ou dans une vision étriquée de la psychologie? La sociologie, elle est utilisée d'une manière qui me semble ressembler à un grand malentendu. Un grand malentendu parce que les sociologues eux-mêmes, quand on les écoute, je pense à Bernard Lahire qui a publié l'an dernier un ouvrage très fort autour des destins scolaires et de la manière dont le milieu social marque les destins scolaires, les sociologues eux-mêmes dénoncent le fatalisme sociologique en disant « ce n'est pas parce que nous décrivons ce qui s'est passé que nous prescrivons ce qui va se passer. Nous décrivons ce qui s'est passé, mais ça ne se repassera que si les conditions ne changent pas. Ça ne se repassera que si le contexte ne change pas, que si personne n'intervient sur ce contexte. Parce que chacun d'entre nous, nous n'entrons dans les statistiques qu'a posteriori, qu'une fois que nous avons agi. C'est à ce moment que nous sommes saisissables par les statisticiens. Et de plus, disent très bien les sociologues, il existe ce que Ferdinand Buisson appelait déjà des exceptions consolantes. Alors, j'emploie cette expression ici parce que un collègue que j'aime beaucoup, Delahaye, vient de publier un livre qui s'appelle « Une exception consolante ». Delahaye a été directeur général de l'enseignement scolaire en France, ce qui est une des fonctions les plus importantes, qui est quasiment être sous-ministre sur un système comme le système français très centralisé. Et il a été un enfant extrêmement pauvre, vivant dans des conditions extrêmement dures, dans une campagne extrêmement défavorisée. Il vient d'écrire un livre, Exception consolante, dans lequel il met en regard sa propre enfance avec ses fonctions à l'éducation nationale et dans laquelle il montre à quel point nous ne pouvons plus nous contenter de quelques exceptions consolantes. Nous devons réellement nous intéresser aux exceptions notables et aux conditions pour que ces exceptions ne soient plus des exceptions. Jean-Paul Delahaye vient de donner d'ailleurs à cet égard un excellent entretien au journal Le Monde, que vous trouverez peut-être, qui a été publié ce matin, je crois, dans lequel il dénonce une fois de plus la mystification de l'égalité des chances, en disant ce n'est pas l'égalité des chances que nous devons viser dans une démocratie, c'est l'égalité du droit d'accès à l'éducation, ce qui n'a rien à voir. Nous, l'égalité des chances, on a la Française des Jeux pour ça. Tous ceux qui gagnent, il y a une égalité des chances. L'égalité du droit d'accès à l'éducation, c'est regarder concrètement comment chacune et chacun de nos enfants, on peut lui garantir un droit d'accès à l'éducation. Et Jean-Paul Delahaye, dans son interview publiée ce matin, montre qu'en France, par exemple, l'aide personnalisée aux élèves en grande difficulté dans les zones sensibles, si on la compare à l'aide à ce que nous appelons les classes préparatoires aux grandes écoles, qui sont un peu l'élite, les classes d'élite chez nous, eh bien, on aide 45 fois plus un élève de classe préparatoire aux grandes écoles, en monnaie sonnante et trébuchante, qu'un élève de zone d'éducation prioritaire. On dit l'argent va aux riches. Et on dit il y a égalité des chances. Au fond, après tout, pourquoi l'élève de banlieue
ne peut pas accéder à Polytechnique, ben oui, il y a égalité des chances, il n'a qu'à se débrouiller, il n'a qu'à se mobiliser, et puis voilà. Et il montre à quel point nous sommes là devant quelque chose qu'il faut absolument contredire, identifier ceux et celles qui réussissent quand même, essayer de comprendre pourquoi, et essayer surtout de réaliser cette égalité du droit d'accès à l'éducation qui, loin de nous démobiliser, doit nous mobiliser. Et puis enfin, je souhaiterais attirer votre attention sur un point qui me semble important dans notre traitement de l'échec scolaire et plus globalement des déviances infantiles et juvéniles. Nous avons des débats en France comme on sait les faire. Quand un Premier ministre, par exemple, dit comprendre, c'est déjà excuser. Bon. Et donc, essayons pas de comprendre les délinquants, c'est déjà les excuser. D'ailleurs, les sociologues font que ça, ils essayent de comprendre les gens, donc ils les excusent. Hein. Nous avons à les juger et pas à les comprendre. Et il oppose, selon une vieille tradition philosophique, comprendre et juger. Or, il me semble, mais là, je n'ai pas le temps de le développer en détail, que quand même, notre objectif, nous, en tant qu'éducateurs, c'est de sortir de cette dichotomie comprendre ou juger. La compréhension, c'est vrai, et d'une certaine manière, là, ce Premier ministre, c'était Manuel Valls, vous l'avez peut-être reconnu, ce Premier ministre avait un peu raison. Si comprendre, ça veut dire excuser systématiquement, ça peut devenir une attitude où l'enfant qui échoue, l'enfant qui dévie de sa trajectoire est systématiquement une victime, donc quelqu'un qu'on considère toujours sous l'angle d'une culture de l'excuse. Mais, à contrario, si on considère que tout enfant est déjà responsable de tous ses choix, il est donc coupable, on le place dans une situation de liberté très abstraite, puisqu'on met sur le même plan l'enfant que sa maman réveille tous les matins avec un petit déjeuner et une rose sur le plateau, et l'enfant qui part en courant sans avoir eu le temps de boire un café et de manger un morceau de pain. Hein. Et donc, là aussi, on est dans une injustice absolue. On oscille entre la compassion pour les victimes ou la stigmatisation des coupables. Et si je vous dis ça, c'est parce que dans les classes, on a aussi cette oscillation. Un enfant qui échoue, on est aussi entre ces deux attitudes. Hein? Toi, oh, écoute, tu es une pauvre victime, compte tenu de ton passé, de ton histoire, de ta famille. Et si tu ne réussis pas, bah, écoute, peut-être c'est compréhensible. Après tout, on ne peut pas exiger grand-chose de toi. Hein? Je ne dis pas que c'est vous qui avez ce comportement-là. Hein? Je dis que c'est un comportement qu'on trouve. Et puis on trouve à l'inverse un comportement qui consiste à dire « moi, j'ignore tout de ce que tu fais, d'où tu viens, mais je te considère comme entièrement responsable de tes actes, donc si tu échoues, tu es coupable de ton propre échec. » Or, ces deux attitudes sont deux attitudes non éducatives. L'attitude éducative, c'est celle qui consiste à accompagner ce que les psychiatres appellent, les philosophes, certains philosophes, comme Bernard Stiegler, le processus de subjectivation. C'est-à-dire le processus par lequel le sujet passe d'une situation où il est déterminé par son environnement à une situation où il se détermine lui-même. C'est la construction de ce qu'on appelle habituellement l'autonomie, sans mettre toujours très clairement d'ailleurs des choses derrière ce terme. Le processus de subjectivation, c'est le processus par lequel progressivement l'enfant ne se contente pas de revendiquer sa différence avec un « e », mais peut construire, comme le disait Jacques Derrida, sa différence avec un « a », hein, le gérondif du verbe différer. Je ne suis pas là simplement à dire « je diffère, j'ai des problèmes, donc prenez en compte mes problèmes », mais c'est vrai, j'ai une différence, j'ai des choses dont j'hérite, dont certaines m'ont été imposées, dont pratiquement toutes m'ont été imposées. Plutôt que de me camper dans la revendication de cette différence-là, je vais me construire une capacité à différer moi-même, c'est-à-dire à être différent de toute forme de destinée qui me serait imposée. C'est ça le processus de subjectivation. Alors nous, on le travaille, dans mon laboratoire de recherche, on le travaille beaucoup à travers l'élucidation du phénomène de l'imputation, c'est-à-dire le moment où l'enfant ou l'adolescent peut s'imputer à lui-même la responsabilité de ses propres gestes, peut dire « je le fais ».
Alors très concrètement, hein, ça veut dire, il commence par dire c'est pas ma faute si j'ai fait une faute. Ah ben oui, mais je ne vais pas t'accuser, tu n'es pas coupable d'avoir fait une faute. Mais tu vas essayer de te demander si tu n'aurais pas pu procéder autrement. C'est-à-dire tu vas rentrer dans une interrogation sur ta propre liberté. Je vais travailler avec toi sur cette possibilité que tu as d'inscrire ta liberté dans ce que tu perçois comme une espèce de fatalité, dans ce que certains risquent de te présenter comme une fatalité dans laquelle ils t'enferment. Et donc là, on est au cœur d'une vraie difficulté, qui est une difficulté très forte dans nos sociétés, qui est autour de cette prise en compte de la différence, qui est la difficulté de cette oscillation entre une différence qu'on totémise et dans laquelle on enferme la personne, ou une différence qu'on nie. Alors que le processus de subjectivation, c'est la reconnaissance de la différence avec laquelle on arrive, mais c'est la construction avec le sujet de la différence qui n'appartiendra qu'à lui et qu'il aura décidé et que dans un processus personnel, il aura progressivement construite. Et donc là, nous avons à entendre les leçons de la sociologie, évidemment, mais nous avons aussi à entendre que nous avons un rôle et que nous avons une spécificité dans notre travail éducatif qui est de faire mentir les sociologues, qui est de faire mentir des statistiques qui considèrent les êtres comme des objets en faisant en sorte de les aider à se construire comme des sujets. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Alors ne croyez pas d'ailleurs que les élèves veulent spontanément être des sujets, hein. Ils préfèrent beaucoup, dans certains cas, être des objets. C'est beaucoup moins fatigant d'être un objet, y compris d'être un cancre, hein. Moi, je rencontre, comme vous, des élèves qui adorent finalement réussir leur propre échec, parce que la seule chose, c'est à peu près la seule chose qu'ils arrivent à réussir, hein. Moi, je connais des élèves, mais vous en connaissez aussi, qui, à force de travailler un peu chez eux, mais sans avoir vraiment de résultats et sans voir vraiment de progression, préfèrent dire « l'école, j'en ai rien à foutre », et au fond s'enferrer dans un échec qu'ils décident, plutôt que d'être dans un échec qu'ils subissent. La revendication d'un échec qu'on décide est une forme d'expression de sa liberté, une certaine façon de se montrer qu'on existe. Et de montrer aux autres qu'on existe. Après tout, j'en ai rien à foutre de votre école, moi. Et c'est quand même moins humiliant de dire j'en ai rien à foutre que de bosser 4 heures tous les soirs chez soi et de se payer une note lamentable. Donc je préfère revendiquer d'en avoir rien à foutre. Je revendique d'être un cancre. Et je m'essentialise, je reprendrai ce terme tout à l'heure, en tant que cancre pour ne pas avoir à me mettre au boulot. Hein ? Et on connaît ce phénomène-là, et on sait que ce phénomène est un phénomène qui est lourd, qui pèse beaucoup, en particulier chez les adolescents, dans le processus de l'échec scolaire. Donc non, ne nous laissons pas enfermer par une sociologie qui nous dirait « tout est joué à l'avance à l'extérieur de l'école, on n'a rien à faire ». Il y a des choses qui existent avant l'école, il y a des déterminations sociales que nous devons connaître et qui sont réelles, mais nous pouvons agir sur elles et nous pouvons aider chacun à se construire comme sujet sans nier ce d'où il vient et la part qu'il a héritée, mais en assumant de se construire, y compris en différant de ce d'où il vient et de ce dont il a hérité. Alors on pourrait, de la même façon, essayer de regarder du côté de la psychologie. La psychologie, comme la sociologie, pourrait nous laisser penser que nous n'avons pas grand-chose à faire avec les élèves. Par exemple, la psychologie nous dit et nous rabâche qu'il faut connaître les élèves pour agir sur eux. C'était le grand mot d'ordre de Claparède au moment de la fondation de l'Institut Jean-Jacques Rousseau. La psychologie doit fonder la psychologie, c'est le triomphe de ce qu'on a appelé en France la psychopédagogie, c'est-à-dire une connaissance des mécanismes de l'apprentissage, qui est une connaissance préalable, une connaissance des personnalités des élèves, qui est une connaissance préalable, et tout cela permet d'en déduire la bonne manière d'enseigner. Bon. Quand on regarde la réalité de la progression de la recherche, ce n'est pas complètement comme ça que ça s'est passé.
Et c'est plutôt le philosophe Alain, avec qui j'ai des différences importantes en termes d'analyse, mais qui me semble avoir touché juste. Quand Alain dit c'est absurde de penser qu'il faut connaître les élèves pour savoir ce qu'ils sont. Il faut agir sur eux et avec eux pour savoir ce qu'ils sont. Comment saurais-je s'il est musicien tant que je ne lui ai pas permis de goûter la musique et d'exprimer ses capacités de musicien? C'est l'action qui permet la connaissance et non pas la connaissance qui permet l'action en matière pédagogique. En matière pédagogique, c'est les propositions qui permettent de connaître les personnes et de savoir comment elles réagissent à ces propositions et éventuellement d'ajuster nos propositions. Attendre de la psychologie qu'elle nous livre une sorte de connaissance a priori des êtres, de leur histoire et de leurs projets individuels pour leur proposer des données qui soient conformes à cela, c'est totalement illusoire. C'est totalement illusoire. Et d'ailleurs, si on regarde un peu l'histoire, on s'aperçoit que c'est le plus souvent, dans l'immense majorité des cas, la pédagogie qui a fait progresser la psychologie et pas l'inverse. Hein. C'est Itard qui fait progresser la psychologie. C'est Itard qui n'est pas un psychologue, qui est un pédagogue, qui va inventer du matériel pédagogique avec Victor de l'Aveyron. Et c'est ce matériel pédagogique qui va permettre de découvrir ce que l'enfant peut faire ou sait faire et qui va permettre petit à petit d'identifier des stades de développement. Mais c'est parce que des pédagogues ont inventé du matériel pédagogique. Les pédagogues sont eux qui inventent le matériel, qui tentent des choses, qui essayent, qui mettent en place. Et c'est ça qui permet de découvrir ce que sont les enfants et ce qu'est chaque enfant plus singulièrement. Une autre question, faut-il catégoriser pour organiser? C'est une grande question de nos institutions scolaires, catégoriser pour organiser. Nous n'en sommes plus au stade du monitorat, il faut donc organiser nos écoles par catégories. Donc le modèle que nous utilisons pour l'essentiel en Europe occidentale, c'est de réunir des élèves du même âge et du même niveau pour leur faire faire à peu près la même chose en même temps. C'est le modèle de l'école dite simultanée, fondée par Jean-Baptiste de La Salle et imposée en France par Guizot en 1832, quand il a interdit les écoles mutuelles, au sein desquelles il y avait de l'interaction entre pairs qui était extrêmement forte. Et toutes nos institutions, d'une certaine manière, sont hantées par la catégorisation, mais pas seulement nos institutions. Si vous regardez autour de nous, tous ceux et toutes celles qui, dans les médias, s'intéressent à l'éducation sont hantés par la catégorisation. Est-ce qu'il est dyslexique? Est-ce qu'il est dyspraxique? Est-ce qu'il a du TDAH, trouble de dysfonctionnement de l'attention et hyperactivité? Et on est en permanence à l'affût de ces étiquettes qui nous permettent de catégoriser, plus ou moins, puis d'orienter, puis d'identifier les personnels qui vont être spécialisés pour aller remédier les difficultés auprès des élèves en difficulté. Cette catégorisation, c'est étonnamment à la fois une nécessité et un obstacle. C'est d'une certaine manière une nécessité. Aucun système ne peut s'en passer parce qu'il faut bien regrouper les gens d'une manière ou d'une autre pour qu'ils puissent fonctionner, pour que le système puisse fonctionner. Si je n'ai pas des critères de regroupement, je ne sais pas comment faire. Comme je ne suis plus dans le monitorat, alors ces critères de regroupement, ça peut être l'âge, ça peut être le sexe dans certains pays, ça peut être les troubles cognitifs, ça peut être le niveau scolaire, ça peut être des tas de choses, mais il faut bien à un moment donné regrouper les gens à partir de catégories. Toute la question est de savoir si ces catégories sont des catégories définitives ou provisoires, si ces catégories enferment ou si ces catégories permettent de se dépasser et de dépasser un état donné de son propre développement. Or, ce que nous observons aujourd'hui, c'est une sorte de fascination de la catégorisation au détriment du dépassement. Catégorisation hautement contestable, parce que si vous regardez les travaux scientifiques, y compris sur la dyslexie par exemple, vous n'avez pas deux catégories, les enfants dyslexiques d'un côté, les enfants non dyslexiques de l'autre. Vous avez un continuum, avec d'un côté des enfants vraiment très gravement dyslexiques et d'autres qui n'ont aucun trouble dans ce domaine-là. Et vous avez des enfants qui sont quelque part sur ce continuum.
Pourquoi il est absurde de faire des catégories définitives? Parce que si vous prenez le centre, ce qui permet en théorie de distinguer les dyslexiques des non-dyslexiques, eh bien, vous vous apercevrez que les deux élèves qui sont un côté et de l'autre du centre sont bien plus proches en termes de profil cognitif qu'ils ne sont proches des élèves qui sont à l'autre bout du spectre. Donc, la catégorisation est absurde. Déjà, Witkin avait montré ça aux États-Unis dans les années 1970, quand il avait identifié ce qu'il appelait les styles cognitifs dépendants et indépendants par rapport au champ, et qu'il avait dit, surtout, n'en faites pas des catégories, c'est un continuum. Donc les gens sont quelque part et ils se déplacent. Et surtout, n'imaginez pas que vous allez faire deux parties, ceux qui sont dépendants et ceux qui sont indépendants par rapport au champ, parce que les deux qui sont à la limite du milieu, ils sont beaucoup plus proches entre eux qu'ils ne le sont de ceux qui sont aux extrémités. Donc, votre classification sera inopérante. Ou si vous la faites, il faut qu'elle soit révisable. Il faut qu'elle soit révisable. Vous ne pouvez pas classifier, catégoriser définitivement. Vous devez pouvoir en permanence proposer aux personnes de se dépasser et d'être au-delà d'une catégorisation arbitraire, d'une catégorisation dangereuse, d'une catégorisation qu'il faut au contraire en permanence revoir. Et puis, dans ce que nous disent un certain nombre de travaux psychologiques, surtout à travers la vulgarisation qui en est faite, faut-il remédier systématiquement pour faire progresser? Remédier, c'est quoi? C'est chercher là où ça ne marche pas. C'est repérer les manques, les déficits, repérer les dysfonctionnements. C'est un peu le problème de la quasi-totalité des tests qui repèrent les dysfonctionnements. Si on prend par exemple les tests de Conners, ce sont ceux qui sont utilisés pour dépister les élèves qui ont des troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Ce sont des tests qui sont, c'est des batteries de questions qui sont soumises à l'enseignant, aux parents et à l'élève. On croise les réponses, il y a tout un protocole pour croiser les réponses, certains d'entre vous le connaissent peut-être, qui permettent d'identifier si l'élève est ou non quelqu'un qui souffre de troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Mais toutes les questions des tests de Conners sont des questions négatives. Et des questions décontextualisées. Par exemple, parmi les questions, il y a est-ce qu'il peine à mobiliser son attention plus de 2 minutes? Mais on ne dit pas sur quoi. La question intéressante, ce n'est pas simplement est-ce qu'il peine à mobiliser son attention plus de 2 minutes, c'est est-ce qu'il y a des choses sur quoi il peut maintenir son attention plus de 2 minutes? Toutes ces catégorisations, tous ces tests qu'on fait passer aux élèves sont toujours construits sur leurs manques, sur leurs déficits, jamais sur leurs ressources. Ils ne cherchent jamais à identifier ce qui va permettre d'accrocher en quelque sorte une proposition pédagogique. Ils sont toujours dans cette espèce de paradigme de la médecine pharmaceutique occidentale qui consiste à repérer le dysfonctionnement pour réparer l'organe qui dysfonctionne. On est là dans quelque chose qui est préoccupant. Déjà, on trouve dans Makarenko une très belle description du caractère très préoccupant de cela. Vous connaissez sans doute, certains d'entre vous, le poème pédagogique de Makarenko. Makarenko, dans le poème pédagogique, explique qu'il y a un moment très particulier où ils vont changer radicalement leur regard sur les colons qu'on leur envoie. Alors, Makarenko, à la colonie Gorky, il récupère tous les gamins laissés un peu au bord des routes par la révolution bolchevique, donc c'est plutôt des gens un peu compliqués et difficiles. La plupart du temps, ils sont passés par des institutions où ils ont été identifiés comme ceci ou comme cela. Et un jour, Makarenko, avec son équipe, décide de ne plus consulter les dossiers des élèves qu'ils accueillent. De ne plus les consulter. En disant, ça suffit, on ne va pas enfermer les gens dans leur passé, on va leur proposer de se construire un avenir et de le construire avec nous. D'autant plus, dit Makarenko, que cet enfermement dans le passé fait qu'ils sont fiers de leur passé.
qu'ils revendiquent ce passé et qu'ils s'identifient à leur passé. Et que notre projet à nous, ce n'est pas de leur permettre de s'identifier à leur passé, c'est de leur permettre de s'inventer un avenir différent de leur passé. Et il va dire, à partir d'aujourd'hui, nous nous interdisons de connaître quoi que ce soit du passé des enfants et des adolescents qu'on accueille. Nous nous interdisons de le connaître. Alors, on peut discuter. Est-ce que c'est une posture ou est-ce que c'est une position ? Je pense que c'est plutôt une posture. C'est-à-dire qu'en fait, on peut connaître, mais connaître dans la perspective de ne pas enfermer. Pour que la connaissance ne soit pas ce dont on va tirer la solution pédagogique, mais qu'elle soit éventuellement un outil pour mieux inventer une solution pédagogique. Parce qu'en pédagogie, contrairement à la psychologie, les solutions ne sont pas dans la coquille, dans les problèmes, un peu à la manière dont les noix seraient dans leur coquille. Hein. Il y a cette idée qui traîne ici ou là, comme quoi il suffirait de connaître le problème de quelqu'un pour connaître la solution. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Moi, j'ai une anecdote que je raconte parfois. J'ai suivi pendant plusieurs années des groupes dits de soutien au soutien où des enseignants se réunissaient régulièrement pour se faire part réciproquement des difficultés qu'ils rencontraient avec leurs élèves. Et nous avions une jeune enseignante qui avait une classe d'élèves de 8 ans qui nous a décrit dès le début de l'année une situation un peu effrayante, celle d'une petite fille qui, tous les matins et tous les après-midi, puisqu'elle rentrait manger chez elle, refusait d'entrer en classe, qui refusait de lâcher la main de sa mère, qui était dans une sorte de blocage complet et qui faisait que la première demi-heure de toutes les demi-journées n'était consacrée qu'à calmer cette petite fille pendant qu'on faisait tenir le reste de la classe tranquille. Enfin, c'était très compliqué à gérer. Quelle est la réaction immédiate de cette collègue enseignante? C'est de dire, il faut comprendre. Oui, on peut comprendre, et ça peut être extrêmement intéressant de comprendre que, par exemple, elle a été traumatisée parce qu'un jour, un enseignant lui a crié dessus, que c'est le jour où peut-être sa mère ou son père ont agi de telle et telle manière. Oui, mais le problème, c'est que les blessures des gens, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Hein. Moi, je ne peux pas retourner dans le passé de cette petite fille pour qu'elle n'ait plus ses blessures personnelles. Hein. Ça, c'est pas possible. Les blessures, elles sont là. Je peux espérer qu'elles guérissent, mais je ne peux pas les abolir miraculeusement. Et la nature de la blessure ne me dit rien sur ce que je vais pouvoir pédagogiquement lui proposer. Psychologiquement, oui. Le psychothérapeute, il va faire exprimer à cette petite fille pourquoi elle n'a pas envie de rentrer à l'école, qu'est-ce qui l'a traumatisée, il va essayer de lui faire métaboliser tout ça. Mais l'enseignant, il n'est pas équipé pour ça. L'enseignant n'est pas un psychanalyste. Faire de la psychanalyse en classe, disait Fernand Houry, c'est comme faire une opération à cœur ouvert dans un grenier poussiéreux. Hein, c'est prendre tous les risques sans aucune garantie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite fille? Eh bien, un jour, l'institutrice est venue et nous a dit, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On a organisé quelque chose qui ressemble à un projet, parce que c'était très encore à l'état d'embryon, de journal scolaire. On a constitué des petits groupes, et puis on est parti sur des enquêtes. Et là, la petite fille, elle s'est passionnée pour une enquête. Alors, une enquête sur un artisan du quartier, qui probablement était son oncle, si j'ai bien compris, etc., forgeron. Et à ce moment-là, le lendemain, elle a un peu pleuré, mais beaucoup moins. Et progressivement, elle ne pleurait plus. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle pleurait parce que la maîtresse ne faisait pas d'enquête? Non, il n'y a pas de rapport de cause à effet. Mais on peut dire que la solution pédagogique n'était pas contenue dans le problème psychologique. La pédagogie invente. Elle ne va pas chercher en permanence à tirer ses solutions des problèmes des élèves. Les problèmes des élèves ou les difficultés des élèves sont des outils régulateurs de mon inventivité. Ils ne sont pas générateurs de mon inventivité. Les techniques freinées, par exemple, je ne vais pas les utiliser en fonction des problèmes des élèves.
mais je vais réguler leur usage en fonction de la manière dont les élèves les reçoivent et dont je les utilise avec eux dans la classe. Mais ça, c'est très important parce que ça renvoie à une toute autre conception des rapports entre psychologie et pédagogie que celle qui est dominante aujourd'hui dans le grand public. Ça renvoie à une conception d'une pédagogie inventive, réflexive, d'une pédagogie qui prend connaissance des savoirs psychologiques, sociologiques, etc., mais qui a son autonomie épistémologique, qui est autonome épistémologiquement, qui n'est pas une sous-psychologie, une sous-sociologie, qui a sa spécificité épistémologique. Et moi, je milite pour qu'on reconnaisse la spécificité épistémologique de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on reconnaisse que c'est une discipline de travail, plus qu'une discipline académique, une discipline de travail individuelle et collective qui permet d'inventer, de se saisir d'outils, de techniques et de réguler l'usage de ces outils et ces techniques en fonction du jugement que l'on porte sur le comportement des élèves. C'est un travail qui n'a rien à voir avec le travail du sociologue ou du psychologue, mais c'est un travail qui va permettre de faire se dépasser les personnes au lieu de les enfermer dans un donné. Et si je me suis permis d'écrire cela aujourd'hui, c'est parce que je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je vois monter dans les idéologies dominantes toute une série de phénomènes d'essentialisation. L'essentialisation, c'est la réduction d'un sujet à une partie de lui-même. On le réduit à ses symptômes, on le réduit à sa couleur de peau, on le réduit à son genre, on le réduit à son origine sociale, on le réduit à sa croyance, on le réduit à son vêtement. Alors que l'éducation dit toujours « aucun être n'est réductible à quoi que ce soit ». L'humain dépasse toujours toutes les étiquettes qu'on veut lui coller pour le réduire à quelque chose. L'humain est dépassement. Et c'est ce dépassement qui le rend éducable. Sinon, l'humain est une chose, c'est une essence. Il est inéducable parce qu'il est enfermé, il est chosifié. Et ce que je vois monter aujourd'hui, idéologiquement un peu partout d'ailleurs, hein, alors je ne parle pas pour votre pays parce que je ne connais pas les débats idéologiques dans le détail, c'est une essentialisation des personnes extrêmement préoccupante. Une essentialisation qui est le contraire du postulat d'éducabilité, qui est le contraire de ce pari extraordinaire qu'aucun individu n'est enfermé a priori dans une essence. Aucun individu n'est essentialisable. Toute personne peut sortir du cadre. Elle n'est pas condamnée définitivement à se reproduire elle-même ou à reproduire une essence à laquelle on l'aurait assignée. Bon élève ou cancre, dyslexique ou hyperactif, surdoué ou léthargique, etc., etc. Ou bien issu de l'immigration. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas issu de l'immigration. Ça veut dire qu'il n'est pas réductible à ce que je peux en dire quand je lui colle une étiquette. Il est aussi toujours autre chose. Et c'est cette autre chose que je vais tenter de développer. C'est ce qui échappe précisément à tous les phénomènes d'essentialisation. Et je pense qu'on touche là à un problème qui n'est pas simplement pédagogique et éducatif, qui est un problème profondément politique. L'essentialisation des individus aujourd'hui, c'est une question profondément politique. Est-ce que nous réduisons les gens à une essence ou est-ce que nous leur donnons une chance de ne pas être réduits, par exemple, à un moment de leur développement? Oui, on peut être dyslexique à un moment de son développement. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à le rester. On peut être, à un moment de son développement, bloqué par quelque chose, mais on n'est pas condamné à le rester. On est toujours au-delà de l'étiquette que l'on veut mettre sur nous. Et c'est pourquoi je dis ici, et moi c'est ma conviction vraiment, essentialiser ou éduquer, il faut choisir. Alors cela, pour fonder cette troisième partie, qui sera courte parce que je m'aperçois que le temps passe vite, autour de quelques pistes pour reconquérir notre pouvoir d'agir. Ne nous laissons pas impressionner, ni par la complexité de la situation que j'ai décrite, ni par les oukases sociologiques ou psychologiques qui nous laisseraient entendre que nous n'avons pas de pouvoir d'agir, que nous ne sommes là que pour contempler la sélection sociale qui se fait malgré nous,
ou pour contempler, ou pour dépister les enfants de telle manière à les mettre dans telle ou telle catégorie et les faire suivre par tel ou tel spécialiste de ceci ou de cela. Ne nous laissons pas impressionner, ni par ceux qui nous disent que nous ne pouvons rien parce que la situation est trop compliquée, ni par ceux qui nous disent que nous n'y connaissons rien parce que nous ne prenons pas suffisamment en compte les données sociologiques ou les données psychologiques. Reconquérir notre pouvoir d'agir, c'est reconstruire notre pratique professionnelle autour de principes simples, forts, qui nous réunissent. Alors ces principes, on les trouve bien sûr dans la pédagogie freinée, mais ces principes, ils peuvent déborder très largement le cadre des techniques freinées. Pour moi, pour retrouver notre pouvoir d'agir, c'est rendre chacune et chacun capable de penser par lui-même. Sortir et aider chacun à sortir des certitudes pour substituer quelque chose de beaucoup plus fin, qui est la dialectique des convictions et des connaissances. Ah, voilà quelque chose, j'aimerais avoir le temps de le développer avec vous, mais c'est un peu compliqué, donc je vais juste m'en tenir là. La certitude, c'est ce à quoi je m'accroche, j'en change pas. La conviction, c'est quelque chose que je peux réexaminer à la lumière de certaines connaissances que j'acquiers. Et je vais rentrer dans cette dialectique des convictions et des connaissances. Et cette dialectique va faire que mes convictions vont évoluer à la lumière de mes connaissances et que mes connaissances, je vais les approfondir pour mettre à l'épreuve mes convictions. Et je vais être dans ce double mouvement en permanence. Et c'est ça qui va me permettre de sortir de la malédiction des certitudes, qui est, me semble-t-il, un des plus gros problèmes de notre modernité. Passer, c'est un point qui m'est cher et qu'on discutait ce matin encore avec l'équipe du CCRF, passer du désir de savoir au désir d'apprendre. On en parlait avec Marcel Torel, avec Daniel et avec toute l'équipe. C'est compliqué ça, c'est pas si simple. Le désir de savoir, il peut être, nous disait Marcel, satisfait par notre smartphone, hein. Je veux savoir qu'est-ce que c'est cette plante, nous expliquait-il ce matin, que je vois dans le jardin. Eh bien, j'ai une application, puis je vais scanner la plante, je vais la photographier, l'application me dit quelle est la plante. Mon désir de savoir, il est satisfait là, hein. Je sais comment elle s'appelle. Mais ce désir de savoir, ce n'est pas le désir d'apprendre, et c'est surtout pas le désir de comprendre ce qui se joue dans l'écosystème qui fait que cette plante, elle est là, et pas ailleurs, qu'elle est menacée ou qu'elle n'est pas menacée, qu'elle est nécessaire pour les plantes d'à côté ou qu'elle n'est pas nécessaire pour les plantes d'à côté. Je vais savoir, mais ce savoir va bloquer le désir d'apprendre. C'est le rôle des théories du complot, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'une théorie du complot? C'est quelque chose qui satisfait mon désir de savoir en me donnant une clé de lecture qui me rend le monde totalement transparent. Je sais où sont les bons, où sont les méchants, qui a fait ceci, qui a fait cela, et je n'ai plus rien à apprendre puisque je le sais. Le savoir me comble. L'apprentissage m'ouvre des portes et me donne envie d'aller au-delà, de chercher, de trouver, de chercher encore plus, de dépasser ce que j'ai trouvé pour aller encore plus loin. Et il y a là quelque chose de fort important pour rendre les gens capables de penser par eux-mêmes, c'est les aider à passer de cette satisfaction du savoir comme plénitude, certitude, on campe dedans, à cette insatisfaction qui fait qu'on se met en marche vers quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on commence à identifier des relations avec d'autres choses, qu'on est dans cette recherche qui va nous permettre de nous informer, de faire des enquêtes, d'aller demander l'avis de quelqu'un, d'aller chercher l'avis de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. C'est le contraire même de ce que nous propose le moteur de recherche. Le moteur de recherche, je ne parle pas de Google, vous avez tous écarté Google de toutes vos applications informatiques pour qu'on ne vende plus vos données. Vous avez choisi un moteur de recherche indépendant qui ne vous piste pas, qui ne trace pas vos données pour vous envoyer des publicités. Donc vous avez expliqué ça à vos élèves aussi, bien sûr, de ne surtout pas utiliser Google, ni Gmail, ni quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est un acquis. Donc on n'en parle pas, mais prenons même un bon moteur de Google de recherche. Vous voyez, moi-même, prenons
Quant ou Ecosia, par exemple, un moteur de recherche qui fait qu'on plante des arbres chaque fois qu'on fait une recherche, qu'on contribue à planter des arbres chaque fois qu'on fait une recherche, qui est quand même mieux que de vendre son profil à Google. Eh bien, le moteur de recherche, il vous dit quoi? Il ne vous dit pas ce qui est le plus vraisemblable, il vous dit ce qui est le plus recherché. Il vous dit ce qui est le plus attractif. Voilà. Mais c'est ce qui va vous satisfaire, pas nécessairement ce qui sera le plus proche de la précision, de l'exactitude, de la vérité. Passer du désir de savoir au désir d'apprendre, c'est compliqué, c'est un vrai travail professionnel, et ça nécessite une vraie mise en interrogation de nos pratiques en permanence. Faire en sorte, en toute chose, que le sujet intériorise l'exigence. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour moi, qui est très présent dans la pédagogie freinée, bien sûr. Si l'enfant n'est exigeant envers lui-même que parce qu'il a un maître derrière lui, ou une maîtresse derrière lui, je ne sais pas jusqu'où va tomber ce truc, mais bon. Si l'enfant n'est exigeant avec lui-même que parce que la maîtresse ou le maître derrière lui lui dit « attention, tu as fait faux, corrige », quand le maîtresse ou la maîtresse disparaît, quand le maître ou la maîtresse disparaît, l'exigence disparaît aussi, quoi. Et donc ça, c'est un vieux problème, alors là, sur lequel la psychologie cognitive a des lumières, pas des solutions, des lumières, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Elle nous explique comment ça se passe dans la tête d'un gamin pour que le point de vue de l'autre soit intériorisé, qu'il en fasse son propre point de vue, qu'il se descende par rapport à lui-même, etc., et qu'il apprenne progressivement à être exigeant à l'égard de lui-même. C'est un vrai travail pédagogique de fond, ça. C'est un vrai travail pédagogique de fond, et c'est peut-être le vrai travail, ce vers quoi vraiment nous tendons chacun. Si nous faisons en sorte qu'après quelques années en notre compagnie, les élèves sont exigeants avec eux-mêmes, ils seront des professionnels exigeants, ils seront des citoyens exigeants, ils seront des êtres exigeants avec leurs proches et avec eux-mêmes. Ils seront donc des êtres au sens le plus noble du terme. Et nous avons là quelque chose qui est évidemment déterminant. Alors, nous revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure, permettre à chacun de passer de la revendication de sa différence à l'expression de sa différence. Tout ça, c'est pour rendre chacun capable de penser par lui-même. C'est un des enjeux majeurs et je pense que les enseignants peuvent y arriver. Mais aussi, la deuxième piste, je les avais évoquées dès le début, c'est apprendre à construire ensemble du commun. Parce qu'on va à l'école chacun avec sa singularité, mais pour partager des connaissances. C'est ça qui est formidable. C'est le philosophe Fichte qui dit que ce qui définit une connaissance, alors je ne rentre pas dans la distinction connaissance-savoir, c'est une distinction très importante, mais ce n'est peut-être pas l'objet de cette soirée. Il dit une connaissance, c'est ce qui est partageable à l'infini. Partageable à l'infini. Une croyance n'est pas partageable à l'infini. Moi, je peux croire très profondément que je vais me réincarner dans une grenouille. Je pourrais construire un petit groupe avec les quelques-uns qui, dans la salle, sont convaincus comme moi qu'ils vont se réincarner dans une grenouille. Nous pourrions fonder un club, avoir un journal, créer une association, une ASBL liégeoise sur ceux et celles qui sont convaincus qu'ils vont se réincarner dans une grenouille. C'est une croyance qui en veut une autre. Je vous fais remarquer d'ailleurs que moi, je ne peux pas vous prouver que je vais me réincarner dans une grenouille, mais vous ne pouvez pas me prouver que je ne vais pas me réincarner dans une grenouille, n'est-ce pas? Personne ne peut me prouver le contraire. C'est une croyance. Les croyances, elles ne sont pas partageables à l'infini, par définition, contrairement au savoir qui, disait le philosophe Fichte, sont partageables à l'infini parce qu'il n'y a d'autres limites que la qualité de l'explication que l'on en fait. C'est-à-dire que chaque être humain peut s'approprier ces savoirs, les métaboliser et faire de ces savoirs une occasion pour grandir et se développer. Eh bien oui, on va à l'école avec sa singularité, mais on partage les mêmes savoirs. Rien que ça, c'est compliqué. Hein. Et rien que ça, c'est déjà le début de la construction d'un commun. D'où l'importance de réfléchir sur comment je vais dans la classe articuler la prise en compte de la singularité et le partage des mêmes savoirs. Ces mêmes savoirs, à quel moment ils vont intervenir? Comment je vais les construire? Un vrai problème pédagogique. On va à l'école avec sa singularité pour apprendre les mêmes savoirs, mais aussi pour apprendre à apprendre des autres. Et pas simplement de soi, parce que c'est les autres qui nous permettent
de passer de nos représentations à des savoirs élaborés. On va à l'école pour devenir capable de participer à des activités communes, pour s'inscrire dans une aventure collective. Moi, je dis souvent que à l'école, on y va pour apprendre ensemble, et que le ensemble est aussi important que le apprendre. Et si on me démontrait aujourd'hui que juxtaposer des élèves face à un écran est plus efficace pour leur apprendre à lire, si on me démontrait, je pense qu'on ne le fera pas, mais si on me démontrait par magie qu'il est plus efficace de juxtaposer des élèves devant des écrans pour leur apprendre à lire que de les faire travailler ensemble dans une classe, je n'en resterai pas moins convaincu qu'il vaut mieux les faire travailler ensemble dans une classe, même si l'apprentissage individualisé devant un écran était techniquement plus efficace, si on pouvait en mesurer les effets et en objectiver les résultats d'une manière qui satisfasse tous les statisticiens et tous les spécialistes de PISA du monde. Je pense qu'il se joue quelque chose dans le collectif, qui est quelque chose qui relève d'un apprentissage fondamental, et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu, mais c'est une conviction que je mets à l'épreuve de nos connaissances réciproques, que l'école doit fonctionner avec ce paradigme de la coopération. On va à l'école pour participer aussi à des institutions qui permettent l'émergence d'un collectif et la recherche du bien commun. Le conseil dans la pédagogie freinée, par exemple. Le conseil qui n'est pas du bavardage, qui est structuré, c'est une institution, hein, la pédagogie institutionnelle, dont on a aussi peut-être quelques bricoles à apprendre, eh bien, insiste sur cet aspect nécessaire d'instituer les choses. Hein. Fernand Houry disait, quand il y a 3 gamins et un seul savon, il y a ou une bagarre ou une institution. Voilà. S'il n'y a pas d'institution, il y aura une bagarre. Donc, construisez des institutions. Hein. Donc, on va à l'école pour toutes ces raisons-là. On va à l'école, en réalité, pour élargir sans cesse le cercle des solidarités. L'école, c'est ce lieu des cercles concentriques. On vit d'abord dans le cercle de sa famille, puis le cercle de ses amis, des amis de ses parents, et l'école, c'est le lieu où on va agrandir sans cesse le cercle des solidarités, l'agrandir à la classe, mais progressivement aussi l'agrandir jusqu'au monde, à travers les connaissances que l'on va construire, mais aussi à travers les relations que l'on va construire avec le monde. Alors bien sûr, on peut parler de la correspondance scolaire, des échanges, etc., on peut parler de tout ça, c'est des choses qui s'inscrivent, qui ne sont pas des suppléments d'âme comme ça, c'est quelque chose qui est dans le mouvement même de ce qu'est l'école, le lieu où on agrandit progressivement le cercle des solidarités. Alors, on va à l'école donc pour penser par soi-même, pour apprendre du commun, pour accéder à la coopération, dont je voudrais bien qu'on fasse un véritable paradigme scolaire. La coopération qui consiste pour moi, mais encore une fois, ce sont des définitions qui se discutent, hein, tout ça c'est évidemment des réflexions, ça n'est pas parole d'évangile, construire des pratiques de coopération basées sur la solidarité en acte et où l'apport de chacun est indispensable à la réussite de tous, et où la réussite de tous permet le progrès de chacun, c'est en fait une transcription de la définition que Rousseau donne du contrat social. Oui, alors ça peut passer par la décentration, l'entraide, l'appropriation par l'interrogation dans le débat, par le questionnement, par la confrontation, par la suggestion, correction réciproque, par la complémentarité, toutes les hypothèses de classe puzzle, par tout ce qu'on a mis sous le terme conseil, par à terme l'école inclusive. Hein, l'école inclusive, c'est une coopération, mais élargie, évidemment, à des enfants qui sont identifiés comme ayant des difficultés fortes. Mais une école n'est inclusive que si réellement l'enfant, on dit porteur de handicap ou qui a un handicap, il n'est pas simplement assis dans la classe à côté des autres, parce que ça, ce n'est pas l'inclusion, c'est l'exclusion de l'intérieur. Hein. L'inclusion, c'est si je vais être capable de construire des activités avec lui et qui le relient aux autres. Et quelles activités? C'est un des grands enjeux de l'école inclusive. Il ne s'agit pas simplement de mettre les gens dans les classes, quitte à leur apporter une aide spécifique. Il s'agit que dans les classes, ils soient impliqués dans des activités collectives
qui fasse que cette inclusion, ils la vivent réellement à travers leurs apprentissages. Donc tout cela, évidemment, tout cela peut prendre de l'essor, et la coopération, bien sûr, peut se développer au niveau plus large vers ce qu'on pourrait appeler une économie contributive, c'est-à-dire une économie qui n'est pas celle du profit, mais qui est celle de la contribution de chacun à l'intérêt collectif. D'une certaine manière, Wikipédia, c'est un peu déjà de l'économie contributive. Mais je pense que moi, je ne suis pas un adversaire résolu de Wikipédia. Au contraire, c'est un outil qui, s'il est bien utilisé avec des élèves, peut être extrêmement formateur, surtout si on va regarder derrière comment sont faits les articles, etc. Je parle avec des plus grands, pas nécessairement, évidemment, avec des tout petits. Mais c'est une économie contributive. Chacun contribue à la construction de quelque chose, et d'une manière qui n'est pas rémunérée, et d'une façon qui permet que chacun apporte sa pierre à une œuvre commune. Alors oui, si on veut aller vers cela, eh bien, il faut aller plus loin que la coopération dans la classe. Il faut un service public authentiquement coopératif, où il n'y ait ni obéissance aveugle, ni concurrence sauvage, mais coopération entre les acteurs de ce service public de l'éducation. C'est la raison aussi pour laquelle je suis très heureux et très fier d'avoir été sollicité par l'équipe qui organise cette soirée aujourd'hui. C'est parce qu'ils instituent la coopération au sein même des enseignants, et comme un principe de fonctionnement du service public, pas comme quelque chose qui vient en sus. La coopération, c'est l'échange de pratiques, c'est la réflexion collective, c'est l'interpellation réciproque, c'est l'exigence réciproque, c'est remplacer le contrôle, l'inspection, qui sont des exigences externes, par une solidarité en acte qui se manifeste par un travail collectif exigeant. Alors oui, je pense que c'est quelque chose de fort, et cette économie contributive dont je parlais, elle peut exister dans nos classes, elle peut exister dans les mouvements pédagogiques, elle peut exister au sein des systèmes scolaires, comme nous pourrions espérer qu'elle existe à l'échelle de la planète. Je conclus très vite parce que le temps passe beaucoup, pour moi très vite, pour vous sans doute pas. Je conclus très vite en disant que je viens de vous donner deux pistes fortes qui sont pour moi deux axes pédagogiques centraux dans ma réflexion aujourd'hui. Penser par soi-même et construire du commun, deux exigences fondatrices de toute démocratie, donc deux points sur lesquels notre éducation peut contribuer à construire notre avenir, mais à articuler sans cesse, et dont la cohabitation n'est pas ni facile ni spontanée. Et je voudrais peut-être insister là-dessus en conclusion. Ceux qui penseraient que les gens pensent par eux-mêmes et construisent du commun et que ça va toujours bien ensemble se tromperaient. Ils passeraient à côté de ce qui est au cœur de l'aventure démocratique et ce qui est au cœur de la pédagogie de l'émancipation. Ils passeraient à côté de ce qui est une tension féconde et de ce qui fait qu'on ne réconcilie pas ces deux pôles, on les fait travailler ensemble. C'est les deux jambes, l'individuel et le collectif. Je pense par moi-même, je me fais ma propre opinion, je me construis des convictions, je les articule à des connaissances, mais je mets aussi ma personne dans un collectif, et ce collectif ne m'abolit pas moi-même, ce n'est pas un collectif communautariste qui m'impose d'abdiquer mes convictions, c'est un collectif dans lequel je vais apporter ce que je suis, mais je vais dépasser aussi dans ce collectif mon seul point de vue individuel, pour rentrer dans un autre point de vue, dans un regard un peu décentré par rapport à moi-même, qui est celui de la solidarité avec les autres. Donc, deux polarités qui constituent en soi une aventure individuelle et collective, une aventure toujours à réinventer. C'est quelque chose, pour moi, de fondamental. Il n'y a pas de Hegel de la pédagogie, pas plus qu'il n'y a de Hegel de la politique. Hegel, c'est ce philosophe qui pensait que dès qu'il y avait une thèse et une antithèse, on pouvait faire une synthèse. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de synthèse en pédagogie. Il y a des tensions, il y a des difficultés, et que nous pouvons travailler précisément parce qu'il y a des tensions et des difficultés. Nous pouvons travailler dès lors qu'on prend en compte des éléments qui peuvent nous apparaître en première approximation contradictoires, mais qui en réalité, dans leur tension même, sont féconds pour nous.
Alors peut-être, et vraiment là je conclus la conclusion, peut-être redire à quel point nous pouvons quelque chose. C'est la conclusion d'un beau livre d'Italo Calvino qui s'appelle « Les villes invisibles ». Alors, vous connaissez peut-être ce livre, il se conclut de cette manière-là. Je crois que je vais le dire de mémoire. Nous vivons déjà dans l'enfer, dit Calvino. L'enfer, c'est l'enfer de la concurrence, de la compétition. C'est l'enfer d'un monde voué à sa propre destruction. Et il ajoute, il y a deux manières de vivre dans l'enfer. On peut s'en accommoder. On peut transiger et tenter d'y trouver quelques plaisirs individuels. Et puis il y a une autre manière de vivre dans l'enfer, c'est de chercher ce qui, dans l'enfer, n'est pas l'enfer. Lui faire de la place, le faire exister, coûte que coûte. Et je pense que c'est peut-être ça aujourd'hui qui peut constituer un horizon accessible. Faire exister, à travers nos écoles, à travers nos associations, à travers nos engagements individuels et collectifs, ce qui peut être un contrepoison efficace à ce qu'il y a de plus infernal dans notre univers et parfois de plus décourageant. Donc, essayons de repérer, c'est déjà ce que font les écoles Freinet de Liège, hein. Elles construisent des espaces qui, dans l'enfer, font exister autre chose et qui déjà agrandissent le cercle des solidarités. Voilà, donc moi je me réjouis d'avoir pu être là ce soir, je m'en veux d'avoir été un tout petit peu long et peut-être un peu filandreux, mais je voulais témoigner par ma présence et mon appui de l'extraordinaire caractère positif de l'initiative qui a été prise et donner tous mes encouragements aux collègues qui se sont engagés là-dedans et à ceux qui les ont rejoints ce soir pour toutes leurs activités pédagogiques. Voilà, donc bon courage à vous pour l'avenir.